neurosciences et pédagogie, c'est très à la mode. Vous entendez parler de ça partout à l'heure actuelle. On vous dit, voilà, les neurosciences sont en train de révolutionner la pédagogie. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça va être mon introduction. Et je vais me focaliser sur ce qu'est l'enfant 10, parce que dans tout cet ensemble de données concernant les neurosciences applicables à la salle de classe, celles qui me semblent les plus pertinentes sont les recherches et les nouvelles observations qui ont été faites par les chercheurs sur cette catégorie d'enfants qui sont en difficulté spécifique d'apprentissage. Et je serai amené à vous donner une définition. Qu'est-ce que l'enfant 10 des profils d'enfants qui peuvent vous aider à comprendre la nature des problématiques que vous rencontrez dans vos classes, et quelques idées, sans être trop technique, sur les causes et les mécanismes, ce qu'on en dit actuellement, d'après les travaux les plus récents, ce qui m'amènera à vous donner deux pistes qui me paraissent intéressantes par leurs applications possibles en pédagogie et en thérapeutique. Et si j'ai le temps, je terminerai par une expérience que nous menons en collaboration avec entre Réseau 10, qui est la structure que je dirige, qui est une structure médicale qui est financée par le ministère de la Santé, et l'Éducation nationale, et tout particulièrement l'inspection d'académie, dans un projet sur l'égalité des chances dans les quartiers difficiles de Marseille. Alors tout d'abord, neurosciences et pédagogie, quelle utilité pour l'enseignant? Alors voilà tout ce que vous pouvez trouver, et encore sans beaucoup chercher, sur Internet, maintenant plusieurs dizaines d'ouvrages qui prétendent apporter des applications des neurosciences à la pratique des pédagogues. Le problème, c'est que quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que le contenu est souvent très intéressant du point de vue scientifique, et parfois vous allez avoir des conseils, des préconisations qui sont données aux pédagogues, mais ce qui manque, c'est le lien entre la donnée scientifique et le type de préconisation. C'est ce que je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. Si on regarde sur Internet des diaporamas de collègues qui se sont lancés dans cette entreprise, par exemple, qui vous présentent quelques principes essentiels issus des neurosciences pour mieux former et apprendre. Okay. Alors c'est très alléchant, vous allez vite chercher derrière ce qu'il y a, vous allez voir qu'on vous donne des très bons conseils. Attirer l'attention, répéter l'information, faire bouger, stimuler les sens, privilégier le visuel, certes, mais tout ça, vous le savez tous. Vous le faites, vous le pratiquez tous les jours dans vos salles de classe. Donc, est-ce que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir quelle est la preuve scientifique, la preuve neuroscientifique, puisqu'on vous dit que c'est des neurosciences, la preuve neuroscientifique qui a amené à cette affirmation-là. Et si vous cherchez, vous ne trouvez rien. Un autre exemple, dans le même diaporama, l'attention des participants doit être réactivée toutes les 10 minutes. Ah, ça apparaît comme une grande découverte des neurosciences. Pas du tout. Ça, c'est quelque chose que vous savez vous-même depuis très longtemps, et des études en sciences de l'éducation l'ont montré. Et absolument pas en neurosciences. Autre diaporama, neurosciences de l'apprentissage. Et là, on est en plein là-dedans, la science au service des enseignants. Vous vous rendez compte comme on est droit avec vous. On commence par une belle image d'un cerveau avec toutes les dernières méthodologies d'imagerie, ce qu'on appelle la tractographie, avec chaque petit trait correspond à un faisceau de substance blanche. Et évidemment, ça attire le regard. On vous demande comment les enfants apprennent-ils, par l'expérience, prise en compte de nouvelles informations. On vous parle de quelque chose qui est très, très important et très bien documenté dans la littérature en sciences de l'éducation, qui est un enseignement actif est plus efficace que l'enseignement passif. Vous le savez tous et toutes, ça. Hein. Et d'ailleurs, Maria Montessori l'avait dit il y a bien longtemps, peut-être sans preuve scientifique, à vrai dire, mais alors on va vous dire que maintenant les neurosciences arrivent à confirmer ce que Montessori disait à l'époque. Maintenant, pas du tout. Vous cherchez, il n'y a aucun élément de neurosciences qui vous montre qu'un enseignement actif soit meilleur qu'un enseignement passif. Il y a par contre plus d'une centaine de travaux scientifiques en sciences de l'éducation qui le montrent clairement, et on n'a pas besoin d'aller chercher les neurosciences pour savoir ça.
Si vous regardez maintenant un collègue québécois qui s'appelle Steve Masson, qui a beaucoup de succès en francophonie, dans toute la francophonie, qui fait des conférences dans tous les pays francophones, là, en France, il vient nous dire comment comprendre le cerveau pour mieux apprendre et enseigner. Voilà, voilà un tarif qui est modique. On vous parle de la neuroplasticité. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que le terme de neuroplasticité, je pense que sans être galvaudé, a vraiment une importance, un intérêt, parce que le cerveau de l'enfant est en train de se modifier de jour en jour, de semaine en semaine, à partir du moment où vous lui apprenez quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les enseignants. Et on va vous le montrer, parce que je ne voulais pas le montrer, mais c'est une animation, c'est un petit film que nous montre l'auteur ici, où on voit un neurone avec des prolongements qui vont venir se coller à d'autres neurones, et on vous le montre à un moment donné, puis après un apprentissage, et vous voyez qu'après l'apprentissage, le neurone a établi des connexions avec d'autres neurones. Alors ça, c'est très spectaculaire. Et effectivement, on peut penser que c'est comme ça que se passe l'apprentissage. Voilà. Voilà. Très bien. Après, on vous dit, le cerveau est comme une forêt. Si on marche plusieurs fois dans le même sentier, un chemin va progressivement se créer. Dans le cerveau, il y a création de sentiers de communication entre les neurones. Ces sentiers deviennent de plus en plus efficaces et mènent à l'automatisation des processus, etc. Effectivement, c'est une très belle litote, une belle métaphore, sauf que, bon, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on va en tirer comme information pour le pédagogue. Alors, voici la diapositive suivante. On vous montre. Recommandation pédagogique, réactiver les neurones. Vous entendez bien, il faut que vous réactiviez les neurones, évidemment. Les neurones doivent s'activer à de nombreuses reprises, proposer des tâches qui impliquent de mobiliser les savoirs spécifiques, questionner, faire enseigner, interagir, tester. Ça a été montré que tester c'est important. Montrer comment étudier en se posant des questions à soi-même. Donc voilà, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est méfiez-vous de cette façon d'attirer votre attention de façon spectaculaire sur les neurosciences, parce que derrière tout ce que l'on vous présente, en fait, il n'y a que des choses qui sont déjà bien connues des enseignants, et par des travaux qui ne sont pas des travaux neuroscientifiques. À mon avis, il y a quelques notions qui sont vraiment utiles à l'enseignant, parmi les connaissances en neurosciences. Ces notions, d'abord, c'est la plasticité cérébrale, je vous en ai déjà dit un mot, j'y reviens pas. Il y a la question de la mémoire. Alors, vraiment, en termes de mémoire, c'est pas inintéressant de comprendre que l'enfant qui apprend a plusieurs mémoires et donc plusieurs façons d'apprendre, et que, en particulier, il y a une mémoire qu'on appelle explicite, qui est celle que vous utilisez quand vous faites apprendre à vos élèves les leçons que vous leur enseignez. Et puis il y a une mémoire implicite, qu'on appelle souvent mémoire procédurale, qui est au moins aussi importante que la précédente, mais qui se fait de façon totalement inconsciente. Et ce que les travaux de neurosciences, pour le coup, nous montrent de façon claire, c'est que dans la quantité d'informations que les enfants apprennent à l'école, et en particulier dans les premières étapes de leur apprentissage, les apprentissages fondamentaux, lecture, écriture et calcul, la mémoire procédurale, la mémoire non consciente, est peut-être aussi importante que la mémoire consciente. Ce qui est intéressant dans ce qu'apportent les neurosciences, c'est qu'elles nous montrent que ce sont des circuits totalement différents qui gèrent l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand vous apprenez quelque chose à vos élèves, et que vous voyez s'ils ont ou pas appris, vous n'explorez qu'une petite partie du fonctionnement de la partie de leur cerveau qui a appris. Il y a une grande partie du cerveau qui apprend plus ou moins bien, et que vous ne voyez pas du tout, parce que ça se fait à un niveau non conscient, un niveau implicite. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, et elle est, au moins au début, je vous dis, pour ces apprentissages fondamentaux, très importante. Voilà pour la mémoire. Après, d'autres messages qui me paraissent importants, que je ne vais pas pouvoir détailler ici, c'est l'importance de l'attention, de la motivation, et toutes les nouvelles données sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ou pas attention, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que la motivation. Il y a plein de nouvelles choses que je n'aurai pas le temps de vous détailler ici, sur quelles sont les parties du cerveau qui sont impliquées dans la motivation. Et un des messages qui est intéressant, peut-être pour l'enseignant, c'est que de plus en plus, on a tendance à dire qu'attention et motivation sont sous-tendus par un seul et même système cérébral. Et que l'idée générale de se demander est-ce que l'enfant a un vrai problème d'attention ou est-ce que c'est simplement, entre guillemets, parce qu'il n'est pas motivé, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il voit même qu'il n'est pas intéressé, hein,
c'est peut-être un faux débat, une fausse idée, parce que sur le plan neurobiologique, ce sont les mêmes circuits qui sous-tendent la motivation et l'attention. Encore une fois, je n'aurai pas le temps de détailler ça. Un message, par contre, qui me paraît important, et parce qu'il va nous permettre de déboucher sur le thème des enfants 10 et des troubles d'apprentissage, c'est celui de la modularité de l'organisation du cerveau. Et en particulier le fait que, ce que je vous montrerai sur la diapo suivante, dans les troubles qu'on appelle les troubles 10, on a une conception qui est fondamentalement utile pour l'enseignant, c'est de concevoir que le système mental, le système cognitif est fait de modules séparés les uns des autres qui chacun peut dysfonctionner de façon isolée du reste. Avec comme corollaire la définition même des troubles 10, qui est le fait qu'un enfant n'arrive pas à entrer dans un apprentissage en dépit d'une intelligence normale. Ça veut bien dire qu'il y a une partie de son cerveau qui ne s'est pas développée correctement, un module qui a eu un problème au niveau du développement, mais que l'ensemble du reste de son cerveau et de son système cognitif est intact. Et c'est finalement ce qui va caractériser ces 15% d'enfants en difficulté malgré une intelligence normale, dont on va parler à partir de maintenant. Alors ce schéma, peut-être certains le connaissent déjà, c'est la représentation de ce qu'on appelle aujourd'hui la constellation des 10, avec au centre la dyslexie. Pourquoi? Parce que c'est la plus fréquente, c'est la façon la plus fréquente que les enfants qui sont en difficulté ont d'être en difficulté. C'est cette difficulté à entrer dans les premières étapes de la lecture, avec, encore une fois, une intelligence, malgré une intelligence normale. Alors, je ne vais pas commenter toutes ces entités. Mon propos ici, c'est de dire que tout ce qu'on appelle syndrome 10 ou trouble 10, dyslexie, dysgraphie, dysphasie, etc., ont cette double caractéristique commune d'altérer un secteur des fonctions cognitives sans altérer l'intelligence. C'est-à-dire que si on fait un QI, un quotient intellectuel, à chacun des enfants pour lesquels ce diagnostic a été porté, le quotient intellectuel sera normal, voire même au-dessus de la normale. C'est ce qu'on appelle la précocité intellectuelle, qui est une problématique dont je n'aurai pas le temps de parler beaucoup, mais qui est de plus en plus intéressante de notre point de vue, par ces associations entre trouble 10 et haut potentiel intellectuel. L'autre caractéristique, c'est justement que ces entités ont une fâcheuse tendance à survenir de façon conjointe les unes avec les autres. Alors on dirait que c'est un peu paradoxal, vous dites que c'est une atteinte élective d'un système cognitif, puisque l'intelligence est normale, mais vous dites aussi qu'elles ont tendance à survenir en association les uns avec les autres. Mais oui, les deux sont vrais et ne sont pas contradictoires. On a très souvent, plus souvent que ne le voudrait le hasard, des enfants qui sont à la fois dyslexiques et dyscalculiques, qui sont dyspraxiques et qui ont des troubles déficitaires d'attention, ce qu'on appelle le TDAH, etc., etc. Et ce qui est, au final, c'est un message important parce que ça nous apprend que lorsqu'un enfant a un de ces troubles d'apprentissage, il y a de très fortes probabilités pour qu'il en ait aussi un autre, même s'il n'est pas aussi évident que le premier. Je vais prendre l'exemple du calcul. Il est très fréquent que la dyscalculie soit passée inaperçue parce qu'on était obnubilé au départ par le trouble de la lecture qui était tellement envahissant qu'il mobilisait toute notre attention, si j'ose dire, okay, qu'on soit thérapeute ou pédagogue du reste. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment aller chercher s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont associés. Et dans ce cas-là, pour nous thérapeutes, il y a un corollaire qui est évident, c'est que pour bien prendre en charge un enfant qui a un trouble d'apprentissage, un seul spécialiste ne suffit pas. L'orthophoniste qui s'occupe de la lecture, par exemple, en général, et on le réalise de plus en plus souvent, a besoin de l'aide d'un psychomotricien, parce que l'enfant a aussi des troubles de l'écriture, d'un neuropsychologue, parce qu'il a également des troubles de l'attention et de la mémoire, etc. Et on en vient à la notion d'une pluridisciplinarité du point de vue médical, qui est une obligation quasi totale, je dirais, pour toutes les situations autour des troubles 10, à part peut-être les plus légers, les moins sévères d'entre eux. Mais en règle générale, de plus en plus, on est amené à considérer, du point de vue médical en tout cas, qu'il faut une équipe pluridisciplinaire et donc une synthèse du travail de ces différents professionnels pour pouvoir bien gérer ces problématiques. Okay. Alors, la façon dont
dont j'aime bien présenter, bien que ce soit un petit peu schématique et parfois réductionniste, la problématique des troubles 10, elle est dérivée de notre expérience clinique au quotidien, d'enfants qui viennent nous consulter pour des troubles d'apprentissage. Alors, on a l'habitude maintenant depuis plusieurs années avec les collègues médecins de l'éducation nationale de garder ce discours parce que bien que un peu simpliste, il précise bien, il donne bien l'ensemble des possibles qui peut aider l'enseignant à réagir de façon la plus appropriée possible face à ces difficultés. Alors l'idée c'est qu'on aurait 3 grands profils qui représenteraient la totalité des possibles en matière de troubles d'apprentissage. Et que ces 3 profils ont en commun qu'au début, ils peuvent se ressembler beaucoup et qu'en tout cas, ils affectent l'entrée de l'enfant dans le langage écrit, et en particulier la lecture. Le plus évident, je dirais, c'est l'enfant, qu'on va appeler, qui a un profil phonologique, qui arrive au CP, premier trimestre, deuxième trimestre, on voit que ça se passe pas bien, et puis au bout de 6 mois, on commence à se dire, là, il n'entre pas dans la conversion graphophonemique. Il n'arrive pas à s'approprier le processus qui consiste à mettre ensemble des lettres et des sons. Donc, en fait, on sait, en tout cas dans ce sous-groupe-là, on sait la raison pour laquelle il n'arrive pas à faire ça, c'est qu'il lui manque un outil qu'on appelle la conscience phonologique, ou la phonologie, les processus phonologiques, qui est une partie du langage oral qui aurait dû se développer pendant toute la période avant son entrée dans les apprentissages, et qui est absent, donc il ne s'est pas développé. Sauf que comme il n'est pas indispensable pour les apprentissages préalables, on s'en est aperçu qu'au CP ou au CE1 même, dans certains cas, cette phonologie, on considère qu'elle est le prérequis, ou plutôt le précurseur incontournable pour pouvoir entrer dans la lecture. Qu'est-ce que c'est la phonologie? La conscience phonologique, c'est avoir conscience que les mots du langage qu'on a appris depuis qu'on a les premiers contacts avec la langue maternelle, ces mots sont faits d'éléments sonores distincts les uns des autres. Distincts, ça veut dire qu'ils sont séparables. On peut segmenter le mot en syllabes, en attaques et rimes, et puis en phonèmes au final. Les enfants dyslexiques, ils n'ont pas cette fonction-là, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent devant la lecture, ils ne peuvent pas mettre ensemble les lettres et les sons, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de séparer les sons. Pour être simple, c'est comme ça. C'est la forme la plus fréquente de troubles d'apprentissage qui se présente à nous de façon très courante. On va dire ça représente je sais pas, 70% des enfants, entre 60 et 70% des enfants qui viennent consulter pour des troubles d'apprentissage. Le deuxième profil ressemble beaucoup au premier, c'est-à-dire qu'en apparence, c'est la même chose. L'enfant n'arrive pas à entrer dans la conversion graphophonique, sauf que, contrairement au précédent, qui a souvent eu des petites difficultés de langage oral, le second n'a jamais eu de moindre problème de langage oral. Et les familles nous disent, au contraire, il parlait très très bien, comme un livre, mieux que ses frères et sœurs. Mieux que ses frères et sœurs. Donc, difficile d'incriminer le langage comme cause de son problème de lecture. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a un domaine dans lequel il n'est pas très à l'aise, c'est l'attention. C'est un enfant qui est souvent distrait, distractible, qui va avoir l'attention attirée par à droite et à gauche, qui a des difficultés à rester longtemps attentif, qui a des difficultés à inhiber finalement tout ce qui est autour de lui, qui est capable, susceptible de le faire sortir de l'acte qu'il est en train, de l'action qu'il est en train de mener. Donc cet enfant-là, il n'a pas du tout la même raison d'être dyslexique, mais il est également dyslexique. On appelle ça dyslexie visio-attentionnelle. Et lorsqu'on lui fait des tests d'attention, ça ce sont plutôt les psychologues et les neuropsychologues qui font ces tests-là, on s'aperçoit que son niveau d'attention n'est pas suffisant, que certains des processus qui sont à l'origine de l'attention, par exemple le fait de pouvoir inhiber une tendance naturelle pour pouvoir, par exemple, dans le fameux test qui s'appelle le test de Stroop, où on vous présente des mots qui sont des noms de couleurs, qui sont coloriés d'une autre couleur que le mot qui est représenté. Et on demande non pas de lire, mais de dire en quelle encre est écrit le mot. Et ça oblige à inhiber la tendance à lire le mot. Ces enfants-là sont en grande difficulté pour faire ça.
Le troisième profil, qu'on va appeler dyspraxique, lui, il est encore différent, en tout cas dans ses mécanismes, parce qu'au début, ça peut paraître encore une fois la même chose. Un enfant qui n'arrive pas bien à rentrer dans l'écrit, il est chez l'orthophoniste, l'orthophoniste le fait un peu progresser, on arrive au CE1, milieu de CE1, fin de CE1, on a l'impression que ça progresse, mais que finalement, on n'est pas satisfait du progrès, on se demande pourquoi. Alors là, quand on regarde de plus près, et qu'on attend encore quelques mois, on va aller jusqu'au CE2, on va s'apercevoir qu'il y a un phénomène assez curieux de croisement de deux courbes. C'est la courbe de la lecture qui s'améliore de façon progressive, mais très nette. En 2 ans, 2 ans et demi, on se rapproche d'une lecture qui est assez ordinaire, et ce, avec une séance d'orthophonie par semaine, ce qui n'est pas excessif, on va dire, alors que on a une aggravation progressive de l'autonomie en écriture. Alors, aggravation de l'écriture, ça ne veut pas dire qu'il écrive moins bien au CO2 qu'au CP. Ça veut dire que son écriture s'éloigne progressivement des attendus, des exigences scolaires qui, on s'en perçoit peut-être pas au quotidien, sont très très différentes en fin de CP et en fin de CE1 par exemple. On demande à un enfant d'écrire plus vite, d'écrire de façon plus précise, et donc cette autonomie d'écriture, dans ce cadre-là, va devenir très vite le problème premier, le plus au premier plan, et alors que la lecture, en 2 ans, n'est plus du tout un problème, presque plus un problème. Cet enfant-là, il ressemble à ce qu'on appelle un dyspraxique, même si on n'a pas mis le diagnostic de dyspraxie de façon claire. Vous savez que ce sont les psychomotriciens et les ergothérapeutes qui posent ce diagnostic en général, et ils le posent sur, en grande partie, les difficultés d'écriture, mais aussi d'autres éléments comme des difficultés d'ordre spatial, des difficultés d'ordre temporel, ces enfants qui ont vraiment des difficultés à se repérer dans le temps, hein, qui d'abord ont eu du mal à apprendre les notions de temps, les jours de la semaine, etc., qui vont avoir beaucoup de mal à apprendre à lire l'heure sur un cadran, et puis au final qui ont des difficultés d'organisation qu'on va souvent qualifier de troubles des fonctions exécutives. C'est peut-être un terme que vous avez entendu ou même utilisé. Hein. Ces enfants dyspraxiques ou qui ont une forme dyspraxique de trouble d'apprentissage, hein, pour être schématique, ont très souvent des difficultés d'organisation qui peuvent mettre du temps avant de s'exprimer, justement parce que les exigences scolaires en termes d'organisation, au début, elles sont limitées. Et progressivement, jusqu'à la fin du primaire, et puis alors beaucoup plus à partir du collège, vont devenir capitales, et ces enfants vont se retrouver en grande difficulté au collège, parfois pas seulement par leur écriture, qui aura pu être compensée par un ordinateur ou par l'utilisation de l'outil informatique. Vous savez que ce sont dans ce troisième groupe, évidemment, qu'on va être amené à proposer, à recommander l'utilisation de l'ordinateur comme compensation du trouble, mais aussi par des difficultés d'organisation dans toute leur vie scolaire et même leur vie familiale. Donc, les familles nous rapportent que ce sont des enfants qui n'arrivent pas à s'organiser, qui n'arrivent pas à utiliser le temps pour gérer leur vie, finalement, qu'elle soit la vie à la maison ou la vie à l'école. Voilà donc les 3 grands types de troubles tels qu'ils se présentent de façon assez schématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on commence à avoir des preuves que ce sont 3 circuits différents du cerveau qui sont impliqués dans chacun de ces trois types. Le premier, donc je dis la forme phonologique, le profil phonologique, ce sont des zones de l'hémisphère gauche du cerveau dont on sait qu'elles sont impliquées dans le langage. Ce n'est pas étonnant, puisqu'on a dit que ce premier profil est un profil pour lequel le mécanisme sous-jacent de la difficulté en lecture est un mécanisme lié à un mauvais développement du langage oral, et donc des aires du langage. Le deuxième profil, le profil visuel, lui, est lié à la dysfonction, la mauvaise mise en place de circuits qui sont totalement distincts du précédent, qui concernent surtout les régions pariétales et temporales. Et le troisième implique un autre organe qu'on appelle le cervelet, qui est juste en dessous du cerveau, dont on sait qu'il a un rôle très important à la fois dans la motricité, la coordination motrice, mais aussi dans certains aspects de la cognition, en particulier ce qu'on appelle la cognition temporelle. C'est-à-dire,
on dit que le cervelet, c'est un peu le chef d'orchestre du reste du cerveau. C'est une partie du cerveau qui a des caractéristiques rythmiques du fonctionnement de ces neurones qui ont la propriété d'entraîner avec eux le reste des circuits cérébraux. Et que si ça dysfonctionne au niveau du chef d'orchestre, ben, tout le reste va avoir du mal à se mettre en place. Alors, une façon de représenter tout ça, hein, c'est sur un triple axe, X, Y, Z, avec la phonologie, la forme phonologique ou le profil phonologique, dyspraxique ou visio-attentionnel. Et vous avez des cas où c'est vraiment le phonologique qui prédomine, mais il peut y avoir un peu de dyspraxique, de visio-attentionnel, où il y a des cas où il y a égalité des problèmes dyspraxiques et des problèmes visio-attentionnels, ça c'est fréquent. 50% des enfants dyspraxiques ont des troubles de l'attention. 50%. Et des cas où alors un de ces domaines prédomine de façon très nette, par exemple certaines dyslexies où on met en évidence aucun trouble, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, aucun trouble ni du langage ni de la coordination motrice. Et avec ce genre de conception globale du fonctionnement cérébral et de possibilités en 3 groupes selon lesquels les enfants, le système cognitif des enfants peut dysfonctionner, eh bien, on arrive avec une sorte de vision de l'ensemble des possibles, qui est très intéressant, je pense, et pour les enseignants, parce qu'il permet d'avoir une vision d'ensemble des problèmes. Et puis, ça peut lui permettre aussi, on en reparlera après, de mettre en place des outils pédagogiques, éventuellement de remédiation pédagogique, qui soient différents pour chacun des 3 groupes, à partir du moment où il aura identifié dans quel groupe se situe tel ou tel enfant. Parce que les solutions thérapeutiques sont différentes, mais aussi les aides pédagogiques vont être très différentes. Alors, juste un mot, parce que ça me paraît important, des causes. Pourquoi on est un enfant et dyslexique? Alors, ce qu'on dit actuellement, c'est qu'il y a un très fort facteur génétique dans le mécanisme des troubles d'apprentissage, dyslexie et autres. Vous voyez, 8 fois plus fréquent chez les enfants dont les parents ont une histoire de difficulté de lecture. 25 à 60% des parents dyslexiques ont également des difficultés de lecture. Les études de jumeaux, qui sont une façon dont les scientifiques ont d'affirmer la part que prend le génétique dans un trait cognitif. On est autour de au moins 30% de contribution du génétique. On le voit ici en comparaison avec d'autres entités comme la schizophrénie ou l'autisme. On voit que dans l'autisme, la part MZ, ça veut dire monozygote, c'est-à-dire le risque qu'un deuxième jumeau souffre du même problème que le premier. Et donc ça mesure le degré d'implication du génétique dedans. Et vous voyez que pour l'autisme, c'est important, mais la différence est importante, mais pour les troubles de lecture également, il y a une part importante de génétique. En revanche, le milieu, c'est-à-dire ce qui n'est pas génétique, a aussi beaucoup d'importance. Et les travaux scientifiques commencent à le montrer de plus en plus clairement, en particulier des travaux qui montrent l'effet du milieu socio-économique sur l'incidence et la sévérité des troubles d'apprentissage, et même qui montrent comment le milieu socio-économique de la famille peut impacter le développement même du cerveau chez les enfants dyslexiques ou non. Par ailleurs, la présence de ces troubles est corrélée avec l'avenir académique, mais également en termes de comportement et d'ajustement social. On avait fait une petite étude avec les collègues de l'Éducation nationale dans 3 collèges qui avaient proposé à tous leurs élèves de 6e un test qui a été réalisé pour repérer normalement les enfants de CM1 et de CM2. Et là, on a le pourcentage d'enfants qui ont été repérés par ce test en 6e, alors c'est un test de CM1 et de CM2. Dans un établissement de quartier plutôt aisé de Marseille, le collège Sylvain Menu, on voit qu'il y a un très petit nombre d'enfants qui ont été repérés par le test, alors que dans un milieu socio-économique beaucoup plus difficile, le collège Vallon des Pins, on a plus de la moitié des élèves qui, en 6e, ont les critères d'être repérés par un outil de CM1. Et
un établissement intermédiaire du point de vue socio-économique donne des résultats intermédiaires. Alors, le message, évidemment, il est clair, c'est que lorsqu'on utilise des outils pour repérer, ils vont avoir donner des résultats très différents selon le milieu socio-économique dans lequel on est. Le deuxième message, c'est que ça ne sert à rien d'utiliser un outil de ce type-là dans les milieux socio-économiques favorisés, parce que les 15 enfants sur les 168 là, de ce collège-là, ils étaient déjà tous traités par orthophonistes, repérés depuis longtemps. C'est inutile d'essayer de les repérer, ils sont déjà largement repérés. Là où c'est intéressant, c'est probablement dans le secteur intermédiaire, hein, où on voit que parmi les 25 sur 70 qui ont été repérés dans ce collège-là, il y en a certainement une partie, peut-être la moitié, qui sont d'authentiques dyslexiques, et d'autres pour lesquels le trouble qui a été observé n'est que la conséquence du déficit de leur milieu socio-économique et culturel, etc. Okay. Et donc, chez ceux-là, ça risque d'être particulièrement intéressant. Cela dit, vous allez voir qu'on peut aussi s'intéresser à ce genre d'approche de repérage systématique, même dans les milieux les plus défavorisés, dans la mesure où si on repère beaucoup plus d'enfants que ceux qu'on s'attendrait à repérer, ça nous donne quand même des pistes pour mettre en place des outils de remédiation pédagogique chez l'ensemble de ceux qui ont été repérés, en se disant que sur cela, il y aura au moins une partie qui bénéficiera de façon claire de cette prise en charge. Je reviens à mes aspects un peu plus scientifiques. Sur le plan de la cause des problèmes de dyslexie, etc., il y a un élément qui a toujours été mis en avant, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui souffrent de ces problèmes-là. Et une des hypothèses, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'elle a été avancée, c'est qu'au moment de la maturation du cerveau, il y a des périodes critiques très précises pendant lesquelles le taux d'hormones, en particulier de testostérone, qui est l'hormone mâle, est capable de modifier littéralement la structuration du cerveau. Et dans cette hypothèse, des auteurs ont proposé que le fait d'être gaucher, ambidextre, le fait d'avoir, comme c'est souvent rapporté, des maladies allergiques comme l'asthme et l'eczéma associées à des troubles d'apprentissage, tout ça pouvait être lié à des effets à la fin de la grossesse, c'est-à-dire le dernier trimestre de la grossesse, sur le développement du cerveau du fœtus, de variation autour de la norme, de variation du taux de testostérone ou d'autres structures. Et plus récemment, tout récemment, il y a eu une confirmation de cela qui a montré que les gènes qui peuvent être à l'heure actuelle identifiés comme étant à l'origine de cette partie génétique de la problématique, hein, ils sont eux-mêmes sous l'influence de facteurs endocriniens. Et que l'expression du gène va être modifiée en fonction de certains facteurs endocriniens, ce qui, d'après les auteurs de ces travaux-là, pourrait expliquer aussi l'effet de modificateurs endocriniens de l'environnement, et vous savez qu'on parle beaucoup actuellement de perturbateurs endocriniens, et que on peut se demander, à la lumière de ces derniers résultats, si l'incidence qui paraît de plus en plus importante, alors voilà, après il n'y a pas des chiffres suffisamment fins pour pouvoir dire que c'est le cas, en tout cas certains troubles, et je fais plus référence au TDAH plus qu'à la dyslexie, hein, pourrait être une conséquence de l'influence de ces facteurs-là, dont on vient de prouver par quels mécanismes ils peuvent influer, des mécanismes connus pour influencer le développement cérébral. Alors, un dernier facteur d'environnement dont on a la preuve scientifique qui joue un rôle important, c'est la langue maternelle. Il y a eu pas mal de travaux qui montrent que le trouble de la lecture est plus fréquent dans certains pays, en particulier les pays anglophones, par rapport aux pays qui utilisent des langues qu'on appelle transparentes, comme l'italien ou l'espagnol. Pourquoi? Parce qu'une langue transparente est caractérisée par une correspondance terme à terme entre la forme sonore et la forme écrite de la langue. Par exemple, en italien, vous avez la lettre U, vous savez à 100% qu'elle se prononce OU. Vous entendez le son OU, vous savez à 100% qu'il va s'écrire U. En anglais, vous avez 32 phonèmes et 1120 façons de les écrire. Donc vous voyez, on est tout à fait
dans des systèmes différents, et on n'est pas surpris de voir que le cerveau lui-même, lorsqu'il va mettre en place les mécanismes de la lecture, va le faire de façon très différente chez un petit italien ou un petit anglais. C'est ce qui a été montré par des travaux très clairs. Là, il s'agit d'adultes qui sont comparés entre anglais et italien, c'est là où la comparaison est la plus forte, et également entre occidentaux et chinois. On s'aperçoit qu'il y a une zone dans le cerveau des Chinois qui s'active en lecture et qui n'est pas aussi fortement activée dans les langues occidentales. Et là, on fait référence au caractère de l'apprentissage du chinois qui passe, en raison du grand nombre d'éléments de leur alphabet, il y a plus de 1500 caractères différents, pour pouvoir apprendre tous ces caractères. Le petit chinois qui apprend à lire se repose beaucoup sur la représentation mentale du geste de la forme écrite. Or, cette zone-là est la zone prémotrice qui contrôle la main droite. Vous voyez, activation de la zone de la main droite pour l'apprentissage de la lecture, alors que chez les Occidentaux, cette zone est un peu activée en lecture, mais beaucoup moins que chez les Chinois. Alors, bon, je vais aller assez vite sur le cerveau du dyslexique, parce qu'il faudrait que j'arrive à ma conclusion. Il y a 2 thèses actuellement qui sont très intéressantes et qui peuvent déboucher sur des conséquences et des messages qui peuvent être utiles aux enseignants. La première thèse, c'est que chez les dyslexiques, il y aurait un défaut d'ajustement des oscillations électriques de groupes de neurones. Alors là, bon, sans rentrer dans les détails, ça c'est un sonogramme d'une phrase prononcée, et ça c'est l'activité de groupes de neurones en électroencéphalogramme, et il y aurait chez les dyslexiques un défaut d'ajustement de synchronisation entre la rythmicité de l'activité des groupes de neurones qui traitent le langage et le langage lui-même, soit au niveau des syllabes, soit au niveau des phonèmes. Par exemple, ici, un travail a étudié des enfants dyslexiques et dysphasiques dans une petite tâche qui consiste, qu'on appelle de conscience syntaxique. On leur donne une phrase, les enfants prennent des bonbons, et ils doivent dire si elle est exacte ou pas, si elle est correcte ou pas. Et on va tout simplement, juste avant le test, leur faire écouter un petit... ça marche? Non, ça ne marche pas. Alors, donc, un petit amorçage sous la forme d'un rythme qui est soit régulier, soit irrégulier. Lorsque le rythme est régulier, la performance sur la tâche syntaxique est bien meilleure que lorsque le rythme qui a été écouté juste avant est irrégulier. Comme si le fait d'amorcer comme ça avait amorcé le fonctionnement rythmique des groupes de neurones sous-jacents dans le système linguistique de l'individu. Voilà une autre explication qui est souvent donnée pour représenter ce qui se passe dans le cerveau et qui pourrait dysfonctionner chez les enfants dyslexiques. Vous voyez, ces métronomes sont mis au même tempo, mais pas tous ensemble. Ils sont non synchrones. On va les mettre sur 2 canettes à travers cette voilà. Et on va voir en quelques secondes qu'ils se mettent en synchronie totale. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'entraînement. Les métronomes qui étaient réglés au même tempo se synchronisent par transmission de l'énergie oscillatoire entre eux. Et c'est comme ça que des circuits cérébraux pourraient se mettre ou ne pas se mettre en lien fonctionnel les uns avec les autres. Alors il y a beaucoup de travaux maintenant qui montrent que entraîner de façon systématique des enfants dyslexiques à faire des exercices rythmiques, musicaux et ou rythmiques d'ailleurs, améliore de façon significative, comme on le voit dans un de ces travaux, en quelques semaines, leur capacité en lecture. Et même au-delà de la simple cognition habituelle, on a des effets sur la cognition sociale qui sont illustrés ici. Alors l'enfant est bercé face à un examinateur qui soit se met à se balancer lui-même, elle-même, en synchronie avec la musique, soit de façon non synchrone.
Et juste après ça, on va mettre l'enfant dans une situation Subsequently, we measured the infant's helpfulness qu'on towards appelle the l'aide, experimenter. de To do this, helpfulness. the experimenter would try to complete a goal. Donc elle a fait Let tomber, ça se voit pas try bien, elle a fait each tomber workers une put pince à balls in linge. a bucket, Et on opening regarde each clause up dans on quel both sides. pourcentage les enfants In vont each trial, the avoir tendance à experimenter ramasser la would pince à linge accidentally pour draw aller the aider object she l'adulte. needed to complete the task, and the infant was given 30 seconds to respond. We found that infants who had been bounced in synchrony with the Alors, ce qu'on nous montre, c'est que. Je l'ai plus. Alors, ce qu'on nous montre, c'est que les enfants qui ont été bercés de façon synchrone ont tendance à avoir beaucoup plus souvent que ceux qui ont été bercés de façon non synchrone ce comportement d'aide envers l'adulte, sorte d'altruisme inné qui va être favorisé par cette activité musicale. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin parce que j'ai pris du retard, mais je voulais simplement terminer sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres preuves que la musique peut être intéressante pour traiter les enfants qui souffrent de ces troubles-là. En particulier, le fait que des enfants qui ont reçu l'apprentissage d'un instrument de musique sont significativement retrouvés comme étant meilleurs dans des tâches de lecture et dans leur apprentissage de la lecture. Il y a également des preuves d'imagerie cérébrale qui montrent que un faisceau qui est mal développé chez les dyslexiques est précisément, ce qu'on appelle le faisceau arché dans l'hémisphère gauche du cerveau, est précisément celui sur qui la musique, la pratique de la musique a le plus d'effet. On a montré que chez des musiciens professionnels qui ont une vie de musicien, ce même faisceau qui est déficitaire chez les dyslexiques est jusqu'à 1,5 fois plus développé que chez des non-musiciens. Et il y a d'autres arguments. D'où l'idée d'utiliser la musique comme quasiment comme thérapeutique des troubles dyslexiques. C'est ce que, je vais passer ça, ce qu'on a proposé de faire ici. À travers un outil qui s'appelle Mélodis, qui est une méthode de remédiation qu'utilisent les orthophonistes essentiellement, et qui peut tout à fait être utilisée par des professeurs de musique, voire par des enseignants du primaire, parce qu'on sait que les enseignants de primaire ont la mission de faire de la musique éventuellement lorsqu'ils ont le temps à leurs enfants. Nous, ce qu'on prône, c'est que cette mission éventuelle devienne une obligation quotidienne, parce que grâce à ça, ça pourrait améliorer beaucoup la vie de beaucoup d'enfants, ceux qui ont des troubles, ceux qui sont à risque d'avoir des troubles, et ceux, évidemment, qui n'en ont pas. Sans parler de l'avantage du point de vue esthétique, artistique, culturel, d'entrer dans ce type d'enseignement de façon beaucoup plus systématique que cela est fait jusqu'à présent. Alors, je voulais juste vous montrer ceci. Ça, c'est une étude qui a été faite par des Américains dans les quartiers défavorisés de Los Angeles en répliquant un mode de fonctionnement qui a déjà été utilisé au Venezuela, qui s'appelle El Sistema. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ça. C'est-à-dire qu'on va dans des milieux défavorisés et on va systématiquement donner à certaines familles un instrument pour leur enfant, dès l'âge de 4-5 ans, à charge à eux de s'engager à ce qu'ils reviennent régulièrement sur plusieurs années. D'abord, dans une première période où ils sont un peu en passivité musicale, si vous voulez, un peu comme chez vous l'éveil musical, si vous voulez. Ça dure 1 an. Ils sont sur une liste d'attente, en quelque sorte. Et puis une deuxième période où ils entrent à la fois dans l'apprentissage d'un instrument et dans un jeu de groupe, d'orchestre, de mini-orchestre au début. Et dans ce mini-orchestre, encore au début, on leur donne un faux instrument pour qu'ils aient l'impression de participer avec les autres, dès le début, très vite. Et ce qu'on nous montre ici, c'est que les enfants qui se sont vus à 1 an d'intervalle, avant et après la première période où ils ne sont pas encore rentrés dans la pratique musicale, diminuent leur performance en lecture et en conscience phonologique en 1 an. Alors diminuent, ça ne veut pas dire qu'ils lisent moins bien au bout d'1 an, à 8 ans qu'à 7 ans, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'écart par rapport à la norme s'accentue. Et ça, c'est l'effet physiologique d'un milieu socio-économique défavorisé sur les fonctions cognitives. Ceux qui sont, à partir du moment où ils sont entrés dans l'année d'apprentissage musical, et on voit qu'à
T1 et à T2, 1 an et 2 ans, il n'y a pas cette diminution de la performance, comme si le fait d'être entré dans cette pratique active de la musique avait contré les effets délétères de l'environnement sur leur développement cognitif. Vous voyez là, on est dans une dimension non plus thérapeutique, même plus pédagogique, mais préventive, à un niveau à la fois cognitif et en s'intéressant à des populations qui sont à risque et dont on sait qu'elles vont poser des problèmes, pas seulement sur le plan cognitif, mais même au-delà. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, on est impliqué dans un projet européen qui s'appelle Erasmus+, dont le colloque annuel se déroule à Marseille au mois de juin, et ça se passe à la Cité de la Musique. Ceux qui sont intéressés sont invités à venir se joindre à nous à cette réunion où il se dit pas mal de choses intéressantes, en particulier sur les politiques musicales pédagogiques en Europe, de façon comparative, et puis également du point de vue scientifique sur les arguments scientifiques pour aller plus loin dans l'utilisation de la musique dans nos classes. Merci encore.